Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Hey, tellement content d'être là pour le premier balado Sommet et Collet animé par moi-même, Alexis le randonneur. Ça me fait plaisir. Bienvenue, Bianca Pomerleau. Je vous la présente un petit peu plus dans quelques secondes. Mais pour l'heure, je vous remercie d'être là. Il y aura un balado une fois par mois. Et on discutera de plein de choses autour de la randonnée, évidemment, de la montagne. On parlera de bière aussi. On recevra des brasseurs et vous verrez tantôt mon ami Sylvain, brasseur maison, qui viendra nous jaser à l'occasion. Bianca, tu viens de sortir un livre. Oui. Alors toi, tu es dans la vie réviseur, rédactrice. Rédactrice-réviseur. Alors ça, c'est ton job quotidien, disons-le comme ça. D'écrire, oui. Et là, tu as développé ce projet-là. Là, je veux que tu m'en parles évidemment plus longuement du projet, mais j'aimerais que tu me parles de toi un petit peu plus. Ça fait longtemps que tu fais de la rando. Je sais que tu écris un blog. Oui, j'écris un blog. Que pas mal de gens connaissent probablement déjà. Ben, peut-être pas tant que ça, mais je sais pas, mais un blog La Grande de voyage, Déroute, la Grande Déroute. Parle-moi ça donc un petit peu. Ça, c'était un blog que j'ai parti en 2003. À mon premier vrai grand voyage à l'étranger. C'était personnel, c'était juste pour dire « Maman, je suis vivante ». C'était tout, c'était vraiment ça. Puis ensuite, le blog a continué à me suivre dans mes aventures et il y a peut-être 7-8 ans, il s'est un peu professionnalisé. Je vais mettre des guillemets là parce que c'est pas mon gagne-pain puis c'est pas le but que ça le devienne non plus. Mais ça finit par m'apporter des opportunités de travail, comme aller dans des voyages de presse, comme assister à des événements brassicoles, comme bon. Ce qui a mené à ça, en fait. Ouais. Le blog est vraiment en lien avec ce projet-là. Là. Ça t'a permis de tourner autour de cet environnement-là, de ce monde-là. Exactement. Et la Grande Déroute, donc, c'est plusieurs voyages que tu as fait, pas juste de rando, mais en fait, tu voyages beaucoup à pied et sac à dos. Là, quand tu fais des voyages, on marche souvent beaucoup. Et dans les endroits où tu es allé, je pense que c'est le cas. Mais ça t'a amené quand même à t'intéresser avec le temps à la randonnée elle-même. Avec le temps, oui. Ben, en fait, je voyageais. Surtout des voyages au long cours, des échanges de maisons. Je travaille sur la route aussi, donc on travaille d'un peu partout dans le monde. Puis j'ai toujours été intéressée par la rando, mais j'en parlais pas sur le blog parce que je faisais juste des petites randos, puis je manquais de confiance en moi. Puis je pensais pas que je pouvais faire des grosses randos, gravir des sommets. Ça, pour moi, c'était inaccessible. Fait que c'est quand même récent dans ma vie que je fais vraiment de la rando. C'est arrivé tard, okay. Honnêtement, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est un blog qui nous amène surtout en voyage. Puis dans les dernières années, ben là, j'ai parlé plus de rando, évidemment, parce que ça a pris une place dans ma vie grandissante. T'as autre chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. T'as 3 enfants. Oui. Mais où c'est que ça va? Mais en fait, oui. C'est que c'est quand même beaucoup de travail, puis on pourrait y revenir, mais beaucoup de travail, écrire un livre comme celui-là, t'as fait beaucoup de routes. Je veux juste une petite parenthèse et que tu me dises comment t'as combiné ça avec la vie familiale. Nous, d'habitude, l'été, on est en voyage. Donc, quand j'ai eu ce contrat-là, on a annulé un été en Amérique latine pour faire ça. Et là, j'ai annoncé aux enfants, les enfants, on passe l'été au Québec, puis on fait de la rando. Ça n'a pas tant été populaire comme idée. Fait qu'on est parti les 2 premiers mois. On a fait des échanges de maisons dans différentes régions du Québec et du pet sitting, du home sitting. Puis les enfants ont suivi. Donc, ça a été un gros baptême de rando pour eux, là, à 3-4 par semaine. C'était pas... Quand même. C'était pas leur rêve, on va être honnête, là. Fait que j'ai fait ça pendant 2 mois, puis il y a eu la rentrée scolaire, donc on est revenu à Québec, tout le monde est rentré à l'école, puis moi je suis repartie sur les routes pendant 3 autres mois, toute seule, mais jamais vraiment toute seule parce que je me trouvais toujours des amis un peu partout, mais c'est ça, essentiellement toute seule à faire des allers-retours là, entre les régions. Donc c'est vraiment un livre où tu as pu combiner ta passion parce que au-delà du voyage et de la rando, tu étais déjà une amatrice de bière artisanale, bière locale. Comment ça a débuté pour toi, ça, cet amour-là, cet engouement-là pour les bières? Ça a commencé au cégep. J'étais
j'étais coordonnatrice du bureau voyage. Je sais pas si ça existe encore, les bureaux voyage, mais il y avait ça là, au cégep dans le temps. Puis on faisait les soirées bières du monde pour nous financer. Et ma job, c'était de faire la sélection des bières. Mais là, dans le temps, c'est en 2001. Là, tu vas me parler de bières belges, là, j'imagine aussi. Parce qu'on n'avait pas grand-chose encore au Québec. Il y avait quelques microbrasseries. Moi, j'avais commencé à me tenir à la Barberie à Québec dans ce temps-là. J'avais peut-être même pas l'âge de rentrer, en fait, là, mais ça a été mon initiation avec la bière artisanale. Mais c'est ça, au Québec, on n'avait pas énormément de choses. Donc, j'ai assisté à des ateliers d'accords bière et je pense que c'était bière et chocolat mon premier. En tout cas, j'ai retenu la bière. Puis, à partir de ce moment-là, ça m'a fascinée. Puis, je suis restée comme une observatrice hyper intéressée. Je suis pas une experte, mais une observatrice tenace et très intéressée depuis une vingtaine d'années, finalement. Tu t'es dit, oh, chocolat, bière, il y a quelque chose là. Il y avait quelque chose là, mais j'ai retenu surtout la bière, finalement. Ouais. Puis donc, tu as continué, comme tu dis, à découvrir à chaque fois qu'il y avait des nouveautés, parce qu'à l'époque, comme tu dis, il y avait pas beaucoup de microbrasseurs ici au Québec. Ça s'est beaucoup multiplié depuis, mais il y en avait quelques-unes à l'époque. Oui, c'était tranquille, là, on s'entend ici. Puis dans le fond, puisque je voyageais, j'ai toujours intégré le tourisme brassicole dans mes aventures. Donc, dès qu'il y avait une distillerie, une microbrasserie, je la visitais, peu importe j'étais où dans le monde, je la trouvais, puis j'y allais. Fait que quand ça a commencé à se multiplier au Québec, j'étais pas mal contente parce que je suis un peu la fille qui va faire 200 km de route aller-retour juste pour aller visiter une nouvelle microbrasserie. Donc, ouais. Donc, ça a toujours fait partie de toi. Ça a toujours intégré. Donc, c'était un naturel pour toi ce livre-là, d'écrire ce livre-là. Et comment t'en es venu à le faire? Parce que, pour les gens qui ne savent pas, cette version-là, bon, c'est notre version québécoise, mais t'as rien inventé dans le sens que le livre et la formule existaient déjà sur d'autres marchés. C'est une série, Rando Bière. Donc, c'est la maison d'édition Helvétique, qui est une maison d'édition suisse, qui a parti cette série-là. Fait qu'on a Rando Bière en France, en Belgique, en Suisse, en Bavière, Colorado et Nord-Ouest américain, et maintenant Québec. Ben. Et il y en a d'autres en production à suivre. Et en fait, moi, j'ai été dans un voyage de presse pour la sortie de Rando Bière en France. Et tout le long, ça je le dis tout le temps, là, mais tout le long du voyage de presse, j'étais fatigante parce que j'arrêtais pas de dire « Oh my God, ça en prend un au Québec, ça en prend un au Québec. Mais mon Dieu, s'il y en a un au Québec, c'est moi qui dois... » Tu sais. Fait que j'en ai fait une petite obsession. Puis finalement, les auteurs et autrices de la version française et de la version belge m'ont mis en contact avec l'éditeur. Je pense qu'il était juste tanné d'en entendre parler. Donc, c'est toi qui les achalais, là. Ben, j'ai les achalais, mais tu sais, je m'avançais pas nécessairement, mais je disais « Mais mon Dieu, tu sais, ça nous prend ça au Québec. » Puis j'avais entendu parler par eux que c'était dans la mire de l'éditeur d'avoir une version québécoise. C'était pas clair s'il y avait quelqu'un déjà en vue. Fait que bref, ils nous ont mis en contact, puis la réponse que j'ai eue de l'éditeur, c'est « Nous attendions ce courriel avec impatience ». Fait que je sais pas si c'est moi qui attendais ou quelqu'un, mais je vais le prendre, fait que... Pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Puis en fait, c'est ça, on s'est parlé, je pense, 3 jours après ce courriel-là. La semaine d'après, je partais sur les routes. On faisait des petits tests pour voir si on s'entendait bien, là, si je pouvais suivre la ligne éditoriale. Le mois d'après, je signais, puis je partais pour 5 mois sur les routes. Wow! Et comment s'est fait le plan de travail? J'imagine évidemment qu'il y avait déjà une expertise de construite autour de ces livres-là par l'éditeur, mais j'imagine que tu as mis ton grain de sel à toi ici. Il fallait que tu bâtisses avec tes connaissances ce que eux probablement n'avaient pas déterminé un plan de match. Là. Je vais aller où? Je vais boire quoi? Ou quel type de rando? Parce que j'imagine que tu voulais aussi rester varié là-dedans. Oui, on avait comme une ligne éditoriale qui est commune à toutes les éditions. Donc, on veut des randos qui sont faciles et des randos qui sont intermédiaires difficiles. On veut une variété là-dedans. On veut une variété dans la longueur, dans le type de paysage. Et on veut que ça couvre pas pire le territoire. Tu sais, c'est pas une couverture parfaite, on s'entend, mais on voulait pas... 10 randos en Gaspésie, puis aucune en Abitibi. Là. On voulait que ça touche un petit peu à tout. Du côté des bières, c'est un peu le même principe. On voulait de la variété. Bon, mais après ça, moi, j'ai eu carte blanche. Moi, on m'a fait une confiance ridiculement trop grande. Souvent, je leur écrivais... Pourquoi tu dis ridiculement trop grande? Parce que j'étais... Mais vous... Je comprenais pas pourquoi on me faisait autant confiance. Là. Moi, c'était vraiment... Pour moi, c'était nouveau. Donc, j'arrêtais pas de leur écrire puis de leur donner des nouvelles. Puis ils étaient là, ouais, c'est cool. Bon, d'accord, tu sais, j'ai comme... Je voulais pas regarder ce que j'ai... Non, tu fais confiance. OK, parfait, je vais continuer parce que, comme ça. Oui, parce que tu n'avais jamais écrit de livre auparavant, est-ce que je me trompe? Pas de livre, non. Mon boulot, c'est d'écrire, mais pas un livre, là, officiellement. J'en ai révisé. Du côté de l'écriture, il n'y avait pas de problème, évidemment.
Non, c'est ça. Mais je pense même du côté, tu sais, des choix, on n'a jamais questionné mes choix non plus. Je pense qu'on m'a fait quand même bien confiance. En même temps, eux sont en Suisse et en France, hein, donc c'est ça que c'était un peu plus... c'était moi l'experte d'ici. Il y avait pas le choix. Il y avait pas le choix. C'est un peu ça. Et là, donc, tu t'es promené un peu partout à travers le Québec. Ouais. J'ai lu qu'il y avait certaines régions qui avaient été mises de côté, en tout cas... Oui. Pour cette première édition, on va le dire comme ça. On va en avoir tellement puis qu'on pour en plein de fait. raisons, parce qu'évidemment, il y a aussi, on veut un nombre de randos X ou on veut un nombre de pages X chez l'éditeur. Exact. J'imagine qu'on va peut-être se reprendre dans le futur. Quoi. Ben, j'aimerais bien ça. Il y a de la place, en tout cas, encore. Ben oui, ben par exemple, la Baie James, il n'y avait pas de microbrasserie parce que ça a été fait en 2019, là, faut le mentionner. Il y a eu la pandémie qui a tout mis de côté. Mais et en 2 ans, il s'en passe sortir. des choses. C'est ça. Donc, la microbrasserie, c'est quoi? C'est Maître Renard à Chibougamau. Ben, il l'avait pas, moi, quand je passais, tu sais. Fait que cette région-là, il y en avait juste pas de microbrasserie. J'ai pas été capable de me rendre jusqu'à Natashquan parce que là, à un moment donné, j'ai quand même fait 20 000 kilomètres de route pour ce livre-là. Donc, on avait des contraintes de temps aussi. Rendu en novembre, c'est plus super évident de faire de la rando partout. Donc, il y a eu des choix difficiles là où j'ai dû faire tant pis. Parce que tu as vraiment travaillé la chose pendant X mois, mais de la même année, là. C'est-à-dire que t'as bouffé ces kilomètres-là, t'as bu ces litres de bière-là pour que ça sorte, boum, en quoi, à 5-6 mois? J'ai fait 5 mois de travail terrain, puis ensuite 1 mois de révision, puis de vérification, en fait. Puis après ça, on devait tomber vraiment dans l'édition, à proprement dit, pour qu'on puisse publier, je pense, au printemps 2020. Puis c'est là, en fait, qu'on a bloqué la chose. Mais quand on a repris, on a remis un autre 2 mois de travail là-dessus, là. C'est ça, parce qu'une fois que c'est amassé, les données, il reste encore beaucoup de boulot. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, le livre. Vraiment, moi, je l'ai vu, là, il est vraiment bien fait, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche un peu, le fonctionnement. Si on prend, par exemple, une rando type, ou en tout cas, comment ça fonctionne pour le lecteur ou la personne qui possède le guide? Est-ce que je me dis, bon, ben, je vais aller dans telle région, je commence comme ça, puis là, je m'en vais dans le livre? On peut fouiller par région comme ça. On a une carte et puis on arrive sur la rando. Donc là, on a les petites informations de base. Puis tu sais, ça s'adresse à pas nécessairement les grands randonneurs, tu sais, qui n'auront pas besoin de toutes ces informations-là, évidemment. Mais là, on va avoir la longueur, le dénivelé, le type de terrain. Est-ce qu'on a le droit aux chiens? Est-ce qu'il y a un prix d'accès? Est-ce que c'est ouvert à l'année? Bon. Donc, toutes les petites informations techniques de la rando. On va avoir une petite courbe de dénivelé. On va voir tout ça. Et puis, la rando va être décrite en texte avec des petites données touristiques à gauche et à droite. Mais c'est vraiment, puis c'est assez détaillé, là. Exemple, les randos urbaines, c'est un peu tourne à droite, 3e rue, tourne à gauche, regarde à côté, il y a telle chose. Fait que c'est assez, on prend par la main. Oui, parce qu'étonnamment, on a une rando, par exemple, à Montréal. Oui, on en a 4 à Montréal. Ouais, ça faisait partie des choix éditoriaux, là, que j'aurais peut-être pas pensé faire ça. Ouais. Mais dans toutes les autres éditions, il y en a. Donc, on m'a demandé des randos urbaines. J'ai fait, ben, OK, jouons le jeu, tu sais. Ouais, puis il faut se dire aussi que sur l'île de Montréal, il y a quand même un certain volume de gens de microbrasserie. Ouais. Donc, on amalgame avec ça une rando qui est une promenade urbaine. Une promenade urbaine, de quelques kilomètres. Puis je les ai faites quand même assez demandantes, là. Je veux dire, on fait pas juste 3 kilomètres, tu sais, on se promène, là. Donc, on la mérite, notre bière, là, à la fin. Elle est d'autant meilleure si on fait un bel effort comme ça. Exact. On peut peut-être montrer quelques images ou quelques pages à l'écran pour les gens, justement. On va en prendre une. On va en prendre une à Québec, là. Je sais pas si on voit comme de Wendake à Limoilou. Donc, on a un petit résumé ici. Les informations techniques sont là. Encore les informations pour la rando avec une petite carte. Et parfois, il y a des chiffres aussi dans le texte qui vont référer à la carte. La bière de fin de rando, hein, parce qu'on recommande une bière de fin de rando. Vous pouvez boire ce que vous voulez à la fin, mais nous, c'est notre recommandation. On la décrit sommairement. Là, on s'entend que c'est très en surface. Ouais. Là. Ensuite, vraiment, la randonnée qui est décrite en texte. Et à la fin, on va parler, en fait, les transports pour se rendre là, les informations sur le sentier, les informations touristiques de la région. Et on parle du brasseur, l'adresse de la brasserie. Et parfois, il y a d'autres brasseries à proximité. Et on va aussi dire où est-ce qu'on peut déguster cette bière-là. Parce que des fois, on arrive, c'est pas ouvert. Bon, où est-ce qu'on peut l'acheter à proximité? Oui, c'est ça, parce que certaines, c'est uniquement sur place. Pour d'autres, on peut la trouver en tablette ou ailleurs. Bref, bravo encore pour ce livre-là. C'est vraiment fantastique. Je pense que ça prenait absolument
ça sur nos tablettes ici en librairie. Et même moi qui connais beaucoup d'endroits, beaucoup de microbrasseries, ben j'en ai découvert encore plus à l'intérieur du livre. Alors ça, pour ça, c'est vraiment génial. Est-ce que, en fait, qu'est-ce qui t'a marqué pendant l'écriture? Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être le plus difficile? Le plus difficile, à part la logistique, là. Ouais, qui doit pas être évidente. Parlons-en d'ailleurs de logistique. On parlait de plans tantôt. Évidemment, ta logistique familiale aussi à travers ça. Et de travail. Et là, de moi, travail, je continuais à avoir mes clients là à travers ça. Donc, je faisais une petite rando, j'écrivais un brouillon de texte. Après ça, je passais sur le mandat d'un client. Puis là, après ça, j'allais déguster les bières. Après ça, j'interviewais. Tu sais, ça roulait. C'était des gros mois. Mais, les bières que tu as sélectionnées? Oui. Parce que là, tu nous fais une suggestion à la fin. Mais c'est pas nécessairement la meilleure ou ta meilleure non plus. Non, c'est pas juste mes goûts parce que ça serait pas la même sélection. En fait, j'ai goûté toutes les bières des sélections régulières de toutes les microbrasseries visitées. Et puis, j'ai essayé de faire une certaine sélection. Je voulais pas qu'il y ait 20 IPA sur 40, là, tu sais. Fait que j'ai été chercher des bières qui étaient plus dans le style classique, qui va peut-être plaire à quelqu'un qui est un petit peu moins aventureux, mais en même temps, j'ai eu envie d'aller, tu sais, chatouiller un petit peu là, le goût du risque pour ceux qui sont peut-être moins habitués. Donc, on a un stout aux arachides là aussi là-dedans, tu sais. Fait que, mais il a fallu que j'écoute tout. Puis sur ce point-là, ben moi, j'ai mes préférences en matière de bière, mais là, vu que je devais toujours tout goûter, ben ça m'a fait apprécier des styles que j'appréciais peut-être moins naturellement avant. Donc, je me suis mis à boire des types de bières que je buvais pas spontanément. Donc, c'était un bel apprentissage. Comme par exemple? Ben, tout ce qui tourne dans le roux, dans les rousses et tout, je suis moins... tout ce qui est caramélisé, plus sucré, je suis un petit peu moins là-dedans. Moi, j'aime les bières fortes, j'aime les bières houblonnées. Et puis, avec ce livre-là, j'ai fini par goûter beaucoup de bonnes blondes rafraîchissantes, des pilsners, tu sais. Ouais. Ouais, puis finalement, j'ai fini par changer un petit peu mon fusil d'épaule, puis je me suis mis à acheter ces types de bières-là pour mieux les goûter, pour mieux les apprécier, mieux les comprendre. Là, on parle beaucoup de bière, mais c'est un livre aussi sur la rando. Est-ce qu'il y a spontanément, puis là, je veux pas te prendre au dépourvu, mais est-ce qu'il y aurait spontanément 3 randonnées qui t'ont marqué à travers le livre? Oui, ça va être quand même assez personnel parce que tantôt tu as mentionné, tu faisais de la rando depuis longtemps, mais c'est pas vrai. Moi, depuis que je voyage, je suis attirée par la rando, mais j'ai toujours fait des randos du dimanche parce que je ne croyais pas avoir les capacités. Je pensais pas être assez en forme, assez débrouillarde, je me sentais pas assez équipée, tu sais. Fait que moi, entre la rando du dimanche que tu fais en Converse avec 375 millilitres d'eau, puis la rando qui te prend un peu plus de préparation, j'étais pas capable de passer le pas. Puis c'est un peu avant la réalisation de ce livre-là que j'ai réussi à passer ce pas-là grâce à ma mentor de randonnée. Mais bref, fait que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait beaucoup de rando pour quelqu'un qui en faisait pas depuis si longtemps que ça. Fait que la première fois, moi, que j'ai monté une montagne dans le parc national de la Gaspésie, toute seule, ça a été une méchante belle expérience. Un bel accomplissement. Tu sais, je me suis sentie hot, on va le dire de même, parce que pour moi, c'était inaccessible si on recule de peut-être 5-6 ans. Fait que j'étais vraiment contente de faire ça. Et puis le parc national de la Gaspésie, ben c'est resté un peu mon coin préféré du Québec pour randonner depuis ce temps-là. Je suis tout le temps en train d'y retourner. Probablement, en tout cas comme moi, si je remonte à mes premières randos, puis d'ailleurs une des marquantes, c'était pour moi la boucle du Mont Albert, une de mes premières. Je pense que ce qui touche et ce qui attire vraiment les gens dans ces randos-là, entre autres en Gaspésie, c'est le milieu alpin, vraiment qu'on va vivre, qui est complètement différent de ce qu'on retrouve un peu partout au Québec avec la forêt qui est beaucoup plus dense de façon générale ou avec quelques sommets avec une petite ouverture pour un panorama. Là, vraiment, c'est à perte de vue à 360 degrés. Parfois, les éléments de la nature qui se déchaînent un petit peu plus. Je l'ai bien vécu ça dernièrement. C'est probablement ça qui vraiment touche les gens qui font ces randos-là pour la première fois au milieu alpin. Puis surtout quand c'est la première fois, c'est un milieu qui est tellement... Ça nous semble inaccessible avant d'y aller pour la première fois, justement. Donc, je pense que, le côté sauvage et tout ça. Fait que ça m'a marqué beaucoup, puis ça reste un super endroit pour randonner. J'ai eu un coup de cœur pour les collines Kekeko
À Rouyn-Noranda, je sais pas si tu as déjà été là. Non. C'est rare que les gens font « ouais ». Mais c'est tellement beau, il y a tellement des beaux sentiers. On a même des sentiers quand même assez exigeants là-dedans. On a des points de vue incroyables. On a un peu de tout. C'est à 8 km, je pense, de la ville de Rouyn-Noranda. Fait que c'est un gros coup de cœur, alors que moi, je vais souvent en Abitibi, j'ai jamais pensé aller là. T'sais. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis déjà allé en Abitibi pour d'autres raisons, mais j'ai jamais Le prochain coup, il faut pouvoir aller là. Ouais, pourquoi pas. Écoute, on termine le premier segment. Vraiment, merci de ta générosité. Je vais passer maintenant au bloc 2, qui est un bloc où je réponds à vos questions sur Facebook. Donc, on vous a demandé ce mois-ci quelles étaient vos questions sur le show de télé, et on a eu quand même pas mal de questions, et étonnamment plusieurs qui sont revenus très souvent. Ouais, pas mal souvent les mêmes. Entre autres, comment je sélectionne, ou en tout cas comment l'équipe sélectionne les invités. Il faut vous dire qu'en saison 1, on a eu des aventuriers à chacune des émissions, et la façon dont on les sélectionnait. Ben, très simplement, est-ce qu'on a un aventurier qui est dans la région où on va d'abord, un aventurier qui avait des choses évidemment à raconter et aussi des images à nous fournir. C'est très important. Il faut pas oublier que nous, on fait de la télé avec Alexis le Randonneur, et on a besoin de vidéos et de photos pour pouvoir illustrer le propos de nos invités. Alors ça, c'est... en tout cas, pour la saison 1, c'était les principaux éléments qui faisaient qu'on choisissait des invités. Cette année, saison 2, là, ça a été un petit peu différent parce que si vous avez remarqué, on a passé un peu moins de temps sur l'histoire des invités. En fait, les invités que j'avais, c'était beaucoup plus des gens dans mon entourage, des gens que je connaissais, des amis, ma famille. Et là, on avait le goût simplement d'avoir des gens pour discuter, des gens qui m'accompagnaient davantage que des gens sur lesquels on faisait une partie du show. Et ça a été bien le fun d'ailleurs de partager ces moments-là avec des gens que j'aime, des amis. Vous allez voir Sylvain tantôt, évidemment, qui était là dans le show 9, mais j'ai eu ma famille aussi dans le show 4. J'ai retrouvé Frédéric Dion dans le dernier show, le show numéro 10. Donc, des gens avec qui j'aime échanger, partager des moments et partager évidemment de l'information pour aussi vous en faire profiter à la maison. L'autre question, combien de personnes tournent sur le terrain? Donc, si vous avez suivi les médias sociaux, vous les avez vus, les gens qui m'accompagnent sur le terrain. Mais évidemment, il y a moi à l'animation, mais on a toujours 2 autres personnes. Donc, on est vraiment une petite équipe restreinte. Et une des raisons, c'est que ça prend des gens évidemment en forme, des gens qui vont nous suivre partout, qui vont être prêts à faire des heures, et c'est aussi une question de budget. Donc, et ça, vous allez voir, je vais répondre à la 3e question qui s'en vient. J'ai un ou une réalisatrice. Cette année, c'était une réalisatrice, Marie-Pierre Diamond, qui était sur le show, et un directeur photo, caméraman. Marie-Pierre aussi qui est caméraman. Et Raphaël Fortin, qui était directeur photo, qui s'occupait aussi des images aérienne et de la caméra sur le terrain. Donc, 3 personnes pour livrer, évidemment, en dehors de l'invité ou des invités quand c'est au pluriel. Pourquoi autant de commanditaires? Ça revient souvent. Puis, je suis un peu dans la même position que le téléspectateur, peut-être à trouver parfois qu'il y en a beaucoup, qu'on doit même couper un peu de contenu pour intégrer des commanditaires. Mais il faut dire une chose, c'est que s'il n'y avait pas ces commanditaires-là, et je les remercie sincèrement, il n'y en aurait pas de show. Sur les télés spécialisées, c'est souvent le cas. Vous avez déjà vu des shows de chasse, de pêche, où il y a de multiples logos ou annonces. Je pense qu'on a quand même bien fait du côté d'Alexis le Randonneur au niveau de l'intégration. Je pense qu'on essaie de rester le plus soft possible, d'intégrer des capsules aussi qui vont donner quand même du contenu pertinent pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà pourquoi il y a autant de commanditaires dans le show. Je vais passer tout de suite à la présentation du parc régional du mois. Récemment, il y a à peu près 3 semaines, je me suis rendu faire une visite avec toute la famille. On est allé au parc du Mont-Ham. Oui. Tu connais? Je l'aime tellement. J'aime ce parc-là. C'est un beau parc, puis d'ailleurs, c'est un beau parc parce qu'ils ont une belle montagne. Oui. Si tu as fait l'ascension jusqu'au sommet, on va trouver une photo, quoi. Là-dedans. Là-dedans, oui. Ben, le Mont-Ham, c'est assez extraordinaire parce que
Bon, c'est un territoire abénaki, donc un territoire autochtone. Et en tout cas, c'était la première fois. Peut-être qu'il y en a ailleurs. J'ai pas fini ma tournée des parcs régionaux encore, mais à cet endroit-là précisément, à l'accueil même, on peut trouver un musée où on va exposer des artefacts et où on va expliquer la vie des Abénakis sur le territoire. Donc ça, c'est bien le fun en partant. Donc ça nous donne une connaissance du lieu, du territoire, de l'histoire. Et il y a, jumelé à ça, toute une offre d'hébergement spécifique et différente. Entre autres, vous pouvez avoir la possibilité de coucher sous un tipi. Qui est vraiment bien monté, bien aménagé. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est ça, t'en as testé? Non, moi, j'étais du côté des tentes prospecteurs. Ah, oui. Ça aussi, c'est quand même pas mal. Hein. C'est comme une tente sous une tente. Bien équipé encore là, de la grosse toile. Il y a la possibilité de s'installer avec nos matelas. C'est des bases en bois. Là. Il y avait même un poêle à bois à l'intérieur. Est-ce qu'il y a déjà des matelas ou c'est comme une plateforme? Oui, c'est une plateforme. Donc, on amène nos matelas de sol et nos sacs de couchage, toute notre bouffe. Donc, c'est pas comme un prêt à camper, mais évidemment, c'est l'installation qui nous accueille, puis c'est la facilité. Avec le petit poêle à bois, là, je vous le dis, si vous êtes capable d'en faire l'expérience, ne serait-ce que cet automne, mais sinon en hiver, pour les plus braves, là, il y a cette possibilité-là vraiment intéressante de séjourner. Ça se trouve à être au départ des sentiers, tu dis, au départ des sentiers. Ouais, la majorité des hébergements qui sont offerts sont près de l'accueil, donc on a à peu près un 500 mètres à faire. Si on a amené notre stock, comme nous c'était le cas, là, on était avec les trois filles, donc on avait pas mal de stock quand tu penses qu'il faut que tu amènes évidemment les casseroles, la vaisselle, tout ce qu'il faut, le nécessaire de camping. Il y a des super chariots là, avec des grosses roues, on peut mettre le stock puis s'en aller à pied avec ça, donc c'est super facilitant. La montagne elle-même, moi j'ai fait le sentier l'Intrépide. Ben oui. C'est un classique, je pense, de l'endroit. C'est quand même un niveau intermédiaire à expert pour certaines portions, mais ça vaut vraiment la peine. Mes enfants l'ont fait, là, ils ont entre 8 et 11 ans, donc c'est ça que tu as fait toi aussi? Oui, puis je suis redescendue par l'Aventurier, si je me trompe pas. Moi, j'ai fait la panoramique. Ah, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que tu as fait? Je pense que ça Bon. n'existe pas, l'Aventurier. Non, je sais pas. Je pense Peut-être que je vérifie. mais moi, je pense que c'est une des montagnes, ou en tout cas une des randos au Québec où le ratio effort-récompense est le plus élevé. Je trouve vraiment Absolument. C'est ce que j'allais dire parce que au bout d'1h15, 1h30, à peu près, on est déjà au sommet. Donc, c'est vraiment abrupt. Mais comme tu le dis, c'est récompensé. Puis il y a des portions avec des cordes. C'est ça, fait qu'il y a un quoi petit s'amuser. challenge. Il y a un challenge qui est là. Oui, il y a des portions un peu plus difficiles, mais c'est pas longtemps. Donc, tu sais, même si on n'est pas en méga grosse forme physique, je pense qu'on est capable de faire, tu sais, les enfants le font, ils réussissent. Mais ouais, fait qu'il y a le petit côté, on a forcé, on a travaillé fort, on a pris des cordes pour se rendre. Il y a le côté presque escalade, là, à certains endroits, à un moment donné, un petit mur de roche. Alors ça fait plaisir, puis c'est différent. Il y a même, à un moment donné, sur le chemin, si on est attentif, on peut croiser une petite caverne dans une petite falaise, là. Donc ça, c'est bien cool aussi. Non, c'est vraiment un parc qui a beaucoup à offrir. Et chose que j'ai fait pour la première fois, c'est le disque golf. Je sais pas si vous connaissez ce sport-là. Ça se joue sur des terrains normalement, mais là-bas, c'est le seul parcours en forêt. Donc, c'est un peu comme c'est un peu comme un parcours de golf, c'est-à-dire qu'on a des allées. Évidemment, là, on est en forêt, fait qu'il y a des arbres à travers ça. Mais le principe, c'est un petit frisbee qu'on doit lancer pour se rendre finalement à un panier qui est fait vraiment pour ça, en chaîne, dans lequel on va lancer le frisbee pour compter. Donc, on va compter le nombre de coups, comme au golf, la même chose. Et ils ont un gros parcours là, c'est 18 trous, si je me trompe pas. Fait qu'on va de panier en panier sur un sentier. Non, en fait, vraiment, c'est un sentier à travers la forêt qui nous amène d'un endroit à l'autre. Mais c'est vraiment, vraiment spécial parce que tu lances ton frisbee, mais tu sais vraiment pas où à peu près où il va atterrir, où il va aller. Fait que ça te fait courir en forêt. Parfois, évidemment, t'es hors sentier, mais c'est un secteur qui est vraiment réservé pour ça. Donc, même si on va dehors du sentier, ce qui est normalement pas l'idéal, pas recommandé, mais là, on peut le faire sans problème. Alors, on a eu beaucoup de plaisir là aussi avec la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui est spécial que vous pouvez expérimenter au parc régional du Mont-Ham. Et comme tu le disais, le sommet, une fois qu'on est là, c'est si beau. La Grande Croix,
La vue, encore là, 360 avec Mont-Mégantic, à un moment donné, au loin, Gosford, vraiment toute la région, parce que c'est un des sommets, en tout cas, il trône à peu près seul, hein, vraiment dans cette région-là immédiate. Ouais, donc il y a souvent de forts vents, ce que nous, on a expérimenté aussi en haut. Et on a même bouffé, on s'est fait une petite bouffe au sommet. Au sommet, disons, caché du vent. On s'est fait des super tacos. Donc, on a eu bien du fun. Alors, le parc régional du Mont-Ham, je vous le suggère. Évidemment, vous allez trouver tous les détails en ligne si vous voulez vous y rendre et réserver parce que c'est vraiment ouvert à l'année. Donc, c'est 4 saisons. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Si vous voulez savoir, moi, c'est 18 km de sentiers. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense là-bas. que aussi, on a le droit d'y aller avec notre chien un dimanche par mois. Je ne sais pas si c'est encore je sais que normalement c'est une journée par mois. Valider ça aussi également en ligne, mais c'est possible là, en laisse. C'est ça, en laisse évidemment. Puis les dodos au sommet aussi qui sont contrôlés là. C'est vrai. Je pense que c'est une fois par mois aussi. Peut-être une fois par an. En tout cas, il y a un nombre de campeurs et de randonneurs limités pour cette activité-là. Il faut vraiment réserver. Ouais. C'est bien encadré. Ouais, généralement, c'est assez complet rapidement pour la saison. Donc, si vous voulez expérimenter ça, de dormir au sommet. On réserve pour l'année prochaine. On réserve tout de suite pour l'année prochaine. Bon point. Et là, je m'en vais à la micro de la place parce que à côté du Mont-Ham, comme c'est dans ton livre, c'est parce qu'il doit y avoir une microbrasserie qui est là. Est-ce qu'on a la même? Parce qu'il y a 2 microbrasseries qui sont pas très loin, hein? Je sais pas, mais moi, je vais te parler de la Grande Pardue. J'allais masser celle-là, c'est elle. Écoute, je te laisse nous en parler un petit peu, si tu t'en souviens, parce que c'est une ferme brassicole. C'est une ferme brassicole. Mon Dieu! Ça a été parti par 4 gars. C'est une histoire de famille, si je me trompe pas, là. Tu sais, là. J'ai pas révisé mes affaires. Vous lirez le livre, ça fait un petit bout quand même, je leur ai parlé. Mais c'était une histoire de famille, si je me trompe pas. Et puis, moi, j'ai adoré aller là parce que la première fois que j'ai été là, il y avait déjà de la neige un peu, il y avait des skidoo là, dans le stationnement. Puis, ça disait que ça s'appelait la Grange Pardue, parce que c'est pas perdu, c'est Pardue. P-A-R. Oui, puis ça disait... Là, c'est un peu plus facile maintenant, là, mais c'était, tu sais, ça venait d'ouvrir. Ça disait que si tu rentrais l'adresse dans ton GPS, tu te perdais. Ce qui est vrai. Je l'ai fait. Ça te mène pas au bon endroit? Ça te mène pas, c'est perdu, c'est vraiment perdu. Tu sais, c'est dans les petits rangs et tout ça. Là, maintenant, c'est mieux indiqué, évidemment. Mais, et puis, on arrive de là. Puis de là, on peut voir aussi le Mont-Ham, en fait, par temps clair. Il y a une belle petite terrasse. C'est beau, hein? Oui, c'est quand même récent, la construction. Oui, c'est vraiment beau, c'est grand. L'accueil est sur la coche. Donc, un petit coup de cœur pour moi. Allez faire un tour. Donc, on jumelle les deux, Mont-Ham, puis la micro... La Grange Perdue. Pardue. Je l'ai trop bien dit. La Grange Pardue. D'ailleurs, ils ont des noms de bières assez cocasses, là, comme Avoine du Gosford. Oui, puis ils ont toute leur petite histoire qui vient avec. Là, c'est tout expliqué, c'est le fun. Ouais, c'est bien cool. Écoute, on a fini ce segment-là. Et là, je vais continuer de jaser bière avec mon chum Sylvain Manceau. Donc, Sylvain, tu peux t'en venir? Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Sylvain Manceau! Hey, bonjour Alexis! Salut. Écoute, je me plais à le dire comme ça, notre brasseur maison. Mais toi, tu contre-attaques en disant toujours le nano-brasseur. Ah oui, nano-brasseur, parce que je brasse vraiment des petits brassins, là. On est dans le 20 litres, 22 litres, là. Alors, on n'est pas dans les gros brassages, mais ça... Tu t'amuses. Ça, ouais, n'empêche que ça permet d'exprimer une certaine créativité, là, puis de faire plusieurs brasses, là, soit dans une même journée, ou même, tu sais, quand même assez rapidement. Au lieu de faire des grosses brasses, puis les étraîner longtemps, ben ça permet d'en faire plusieurs. Et là, écoute, tu vas revenir comme ça, sporadiquement, au cours de la saison. Aujourd'hui, je voulais que tu commences par nous jaser un petit peu de comment, toi, ta passion a démarré. Parce que
je le sais, il y en a qui vont écouter le balado puis qui vont dire moi j'adore la bière, j'aimerais ça brasser de la bière, je sais pas par où commencer. Mais la passion est là. Toi, elle est née comment cette passion-là? Comment ça a débuté tout ça? Ben, elle date pas d'hier, puis je pense que ça doit être un parcours assez classique des tripeux de bière du Québec. Tu sais, c'est sûr qu'au Québec, on a quand même une tradition, là, on a les Unibrou, les Boréal, les brasseurs RJ qui ont un peu défriché, puis cette passion-là est née là, justement, de ces micros-là qui faisaient de la très bonne bière. En même temps, tu sais, toujours dans des styles, là, chacun faisait leur rousse irlandaise, leur stout anglaise. Tout le monde voulait se nicher ou en tout cas trouver sa place aussi. Exactement, mais on avait peu de diversité, mais un grand talent de bière à ce moment-là. Donc, ça a été un petit peu le contact avec ces microbrasseries-là, ces précurseurs-là de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, ça a toujours été une scène quand même assez dynamique. Hein? On remonte là, le mondial de la bière, c'est 1994. Déjà là, on attirait des microbrasseries des États-Unis, surtout de la Nouvelle-Angleterre. Puis là, ça nous permettait d'être en contact avec d'autres styles de bière qui étaient en émergence là-bas, qui sont venus un petit peu plus tard. C'était comme l'Expo 67, mais de la bière. À peu près, oui. On se souvient, on a eu une SAQ bière à Montréal, où là, c'était des bières de partout à travers le monde. Fait que tout ce contact-là a créé en moi et probablement plusieurs brasseurs aujourd'hui, tu sais, un certain engouement. Mais ça a vraiment été probablement le déclencheur, comme beaucoup d'aujourd'hui, la découverte de la IPA. Moi, ça s'est fait dans l'Ouest américain à la fin des années 90 parce qu'on n'en trouvait à peu près pas au Québec. Ça, c'est pendant tes voyages de ski là-bas, quoi? Non, randonnée en Oregon. OK, randonnée. Ouais. IPA, donc le premier contact avec l'amertume d'une bière, c'était un peu déstabilisant à ce moment-là. Mais en même temps, on les essayait, puis là, on découvrait ça. Et l'idée de commencer à brasser est née là. Sauf que l'offre brassicole, pour se partir à brasser à ce moment-là, était peu diversifiée. En fait, on avait surtout des kits. Donc, t'achetais le mou déjà brassé. En fait, les grains étaient déjà brassés. T'achetais le mou que tu faisais fermenter à la maison. Sinon, il y avait des kits en poudre. Et ça, tu commandais pas ça en ligne, là, parce que ça existait pas. Fait que là, t'allais dans des places où ils vendaient des trucs pour faire du vin ou exactement, ce genre de place-là. Souvent des endroits de vin et bière. Là. Donc, à Montréal, on allait acheter des mous, mais les résultats étaient tout le temps un peu mitigés. Après ça, il est venu plus tard, en 2002, l'Alchimiste a sorti une vraie bonne IPA, comme j'avais vu dans l'Ouest américain. Ici, à Joliette. À Joliette. Alors là, ce contact-là m'a fait dire « Wow! On est capable d'en faire ici. » Donc, ça a commencé là. Et puis, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'apprenne à brasser. Mais ça a été long. Je faisais des recherches, puis tout ce qui existait comme offre de formation pour brasser, c'était pour devenir vraiment brasseur professionnel. Quelqu'un qui voulait s'ouvrir une microbrasserie, de ta mise en marché, vraiment quasiment un cours de chimiste et de mise en marché de brasserie. Mais plus récemment, il y a 5 ans, j'avais vu justement apparaître une annonce, formation, brasseur maison, ça dure une journée. Donc ceux qui connaissent pas, qui cherchent un cadeau de Noël à offrir ou un cadeau de fête, c'est 200$. Vraiment super. Moi, j'ai fait mon cours. Il y en a plusieurs qui en offrent. La plupart des détaillants de produits de brassage vont offrir un cours. Mais ça vaut le prix dans le sens que c'est pas très dispendieux pour aller chercher toutes ces connaissances de base-là. Non, pas du tout. Moi, je l'ai fait à l'Institut brassicole du Québec. Et la beauté de la chose, c'est que pendant toute une journée, accompagné d'un maître brasseur, moi, c'était le maître brasseur de Dieu du ciel qui était là, qui donnait le cours. Tu brasses vraiment une bière toi-même. Et à la fin de la journée, tu pars avec ton petit fermenteur, avec la bière que tu as brassée, qui a la levure dedans, puis tu fais fermenter ça chez toi pendant 2 semaines. Donc, tu as 2 semaines pour t'équiper pour l'embouteiller, parce qu'au bout de 2 semaines, il faut forcément que tu embouteilles ta bière. Mais donc, vraiment, toute la journée, tu apprends à brasser, tu as les trucs, tu as ci, ça. Tu pars avec un cartable, avec toutes les références, puis après ça, tu t'appropries un petit peu comment brasser. C'est sûr qu'au début, on est un petit peu plus, je dirais, restreint dans ce qu'on fait. Ouais. On s'applique à reproduire un petit peu parce que, tu sais... Au début, il faut que tu te fasses la main. Tu reproduis des recettes existantes. Exactement. On fait des clones de bière qu'on aime. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, la première que j'ai faite, c'est
Saison du tracteur de Trou du Diable, tu sais, parce que c'était une bière que j'adorais. Puis sur Internet, on trouve les clones d'à peu près toutes les bières possibles. Fait que c'est facile après ça de rebrasser à la maison. Fait que t'as un petit peu ça, puis au fur et à mesure, ben là, on développe une créativité parce qu'il y a tout un côté créatif quand on brasse une bière. Fait qu'au début, on développe notre technique, puis après ça, c'est la créativité qui prend le dessus, puis on écrit nos recettes. Donc, c'est quand même, il y a une belle communauté aussi de brasseurs. C'est ce que j'allais dire, c'est que aujourd'hui avec les médias sociaux, en plus, ça a facilité l'échange. Donc, quelqu'un qui, comme toi, qui avait pas de mentor à l'époque, t'en as bavé peut-être un peu plus que quelqu'un qui pourrait démarrer aujourd'hui puis avoir de l'aide ou des conseils facilement en ligne à travers un groupe, par exemple. Effectivement. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup débuté avec un oncle ou quelqu'un qui a embrassé déjà, qui leur a montré. Ben moi, c'est ça. Il a fallu que je prenne un cours, puis au début, ben tu fais des erreurs et tout. Mais c'est ça, il y a les nano-brasseurs sur Facebook, qui est un groupe où il y a vraiment des brasseurs de microbrasseries professionnels qui sont là, qui vont coacher, qui vont donner des trucs. On pose une question, il va y avoir 200 personnes qui vont répondre. On cherche une recette, ils vont en fournir. C'est vraiment bien. Fait que c'est une belle communauté. Ils donnent des idées, tu cherches des idées, quoi ajouter comme ingrédient. Tu es quelqu'un qui a déjà brassé avec du poivre des dunes ou du cocombe avec du melon d'eau, tu sais, n'importe quoi. Puis ils vont tout... Tu vas avoir plein d'idées. Donc, ouais, c'est très dynamique, très créatif. C'est très le fun. Ouais. Là, je veux pas aller trop loin là-dedans aujourd'hui, mais bon, tu t'es installé à la maison, t'as acheté de l'équipement, puis aujourd'hui, tu brasses pas mal. Je sais que tu brasses aussi avec un autre chum avec qui tu partages les brasses. C'est une bonne façon de le faire, des fois, de démarrer justement à 2 ou à 3 ou même à 4 quand on veut commencer. Tout à fait. Ben, n'empêche, c'est pas si dispendieux. Tu sais, c'est sûr que, comme dans tout, tu sais, sky is the limit, si on veut y mettre le prix. Un kit de base, $300. Moi, tu sais, je brasse avec un équipement qui m'a coûté $600-700. C'est un tout inclus. Ça s'appelle un RoboBrew. Mais oui, de brasser avec quelqu'un, premièrement, c'est toujours le fun. Il y a un petit côté social. Ça permet de diviser les brasses puis d'en faire plus en même temps. D'augmenter aussi au fur et à mesure l'équipement qu'on possède, d'emmener, tu sais, justement la créativité de chacun, les forces de chacun, puis c'est ça, de se lâcher lousse là-dedans. Écoute, je te demanderai pas plus de trucs aujourd'hui. Je veux que tu nous en gardes pour tes prochaines visites. On parlera d'ailleurs justement peut-être un peu plus de l'équipement de base, ce que ça prend pour débuter le brassage lors de notre prochaine rencontre. Tiens. Ça va me faire plaisir. Et là, je vais rappeler Bianca! Le balado est diffusé une fois par mois sur différentes plateformes, dont le site alexislerandonneur.com, mais aussi notre chaîne YouTube. Mais sur le site web, vous allez trouver l'ensemble des plateformes où le balado sera diffusé. Alors Bianca, oui. Re-bienvenue. Bonjour. Écoute, tu m'as parlé, en fait, je t'ai posé une question où je t'ai dit, est-ce que tu as 3 top rando? Tu m'as parlé de la Gaspésie. Ben, évidemment, il y a beaucoup de rando à faire là. Est-ce qu'il y a un endroit... bon, tu m'as parlé de la BTB. Est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est peut-être un petit peu plus... en fait, un peu moins populaire, où ce serait pas un réflexe de dire « Hey, je m'en vais faire une rando là », mais qu'il y a quelque chose à découvrir ou d'intéressant? Ah, c'est une bonne question. Mon Dieu. Est tough, hein? Ouais, elle est tough quand même. Là. D'habitude, c'est là que je plug la BTB, mais je l'ai déjà fait. Écoute, parle-moi donc de la Nodière, tiens, ma région d'adoption. Ben oui, la Qu'est-ce que tu as Nodière. fait dans le coin ici? La Nodière, ben la Montagne Noire, tu sais, je sais pas à quel point c'est une rando populaire, peut-être plus pour les gens, tu sais, du côté de Montréal puis par ici, mais moi, à Québec, quand je parlais de la Montagne Noire, les gens ne connaissaient pas nécessairement. Fait bon, en tout cas, moi, je l'ai découvert comme ça. Ouais. Et puis, j'ai été à Saint-Côme aussi. Là, je perds le nom. Les chutes, le parc des chutes. La chute à boules? Chute à boules, c'est ça. Bon. D'ailleurs, le show 9 de cette année que j'ai réalisé avec Sylvain. Mais tu parlais d'abord de la Montagne Noire. Oui, on peut en parler un petit peu. La Montagne Noire qui est en fait le sentier du Libérateur. Parce qu'on va retrouver...
l'ancien avion, en fait, qui s'est écrasé là avec de jeunes soldats canadiens qui étaient de retour de Terre-Neuve. C'est ce qui en fait vraiment une attraction populaire. Comme tu dis, souvent, c'est des gens un peu plus peut-être de Montréal qui vont aller là pour faire des photos. Ce qu'il faut souligner, par contre, c'est que la montagne, maintenant, a une tour au sommet, ce qu'il n'y avait pas avant. Quand tu l'as fait, je pense que c'était là. Mais ça fait 3 ans, à peu près 3-4 ans que c'est installé. Donc, c'est très récent, Ce qui nous permet, justement, d'avoir encore là un panorama 360 superbe sur l'ensemble des Laurentides. On voit au loin même le Mont-Tremblant, le Mont-Blanc. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Et particulièrement maintenant, là, en période de couleur, si vous voulez aller faire de belles photos puis aller profiter vraiment d'une vue spectaculaire, c'est probablement l'endroit à visiter. Si je te disais randonnée familiale, qu'est-ce qui te vient en tête? J'ai aimé beaucoup le sentier Village-Montagne à Sutton. Je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment, ça part du village. On peut vraiment stationner la voiture en plein centre du village, entre les 2 microbrasseries, tu sais, pour être sûr. Comme ça, on est certain. Sur l'aller et sur le retour. C'est ça, exactement. Puis, on peut se rendre au début de la rando à la marche, mais c'est sûr que stationner la voiture plus près, quand on est avec des enfants, c'est toujours winner. Et c'est un sentier qui va faire environ 10 km là, avec l'aller-retour. Qui reste essentiellement sur le plat, mais qui suit une rivière tout le long. C'est magnifique comme décor. Et au bout, on arrive aux marmites de la sorcière, aux marmites aux sorcières, quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment des grosses roches avec, tu sais, on a des petits bassins, on peut se tremper les pieds là, on peut s'installer, prendre un petit lunch. Ça, c'est vraiment gagnant avec les enfants. Il y a une bonne distance, fait qu'on fait quand même un petit effort physique, mais c'est pas une rando qui est difficile. On n'atteint pas de sommet, on n'a pas nécessairement des points de vue, mais c'est beau tout le long. Puis avec les enfants, ça a été vraiment un gros coup de cœur là, de leur côté. Ouais, parce que probablement aussi que il y a des enfants qui aiment moins faire cet effort-là de grimper, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que ça prend pas nécessairement une vue. C'est que si on a plusieurs attractions tout au long du sentier, comme par exemple des chutes, des étangs où on peut se baigner. Quand il y a beaucoup d'attractions comme ça tout au long, je pense que ça occupe les enfants puis ils s'amusent aussi tout autant. As-tu, toi, un item indispensable en rando que tu apportes avec toi, toujours? Indispensable, à part mon filtre à eau, mettons. C'est une bonne question. Il n'y a rien que tu te dis, faut absolument que ça, j'amène ça, ou qui reste toujours dans ton sac à dos? J'ai pas mal tout le temps. Mon sac est toujours prêt, en fait. Fait que j'ai toujours ma frontale au cas où, j'ai toujours mon filtre à eau au cas où, même si la plupart du temps, j'en ai pas besoin, là, sauf quand je pars plusieurs journées. Mais j'en connais comme ça, comme toi, qui ont toujours, en tout cas, leur filtre à eau. Là, c'est quelque chose de bien important, qui boivent beaucoup d'eau, ce qui est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui traînent ça aussi dans leur sac. Et si tu pouvais choisir une seule et dernière rando, l'ultime rando, disons à travers les 40 que tu proposes dans ton livre, je veux pas faire de jaloux, mais je serais curieux. Là-dedans? Là, je devais en refaire juste une seule fois, puis c'est terminé. Ouais. La Montagne Blanche dans le parc national du Fjord du Saguenay. Ouais, ça serait celle-là. Pourquoi? Je l'ai trouvée magnifique, puis je l'ai trouvée très difficile parce que pour faire cette rando-là, là, on est dans le backstory de rando-bière, le making of. J'ai pas fait une rando-bière, j'ai fait une bière rando. Fait que je l'ai trouvé bien, bien difficile, mais j'aimerais ça la refaire un peu plus en forme. Mais pour vrai, je l'ai trouvé magnifique. C'était à peu près à ce temps-ci de l'année, là. C'était juste avant là, que ça ferme, qu'il y a une partie qui ferme pour la chasse. Ouais. C'est vraiment, c'est une rando que je referais, là. C'est vrai que c'est une super belle randonnée à faire. Montagne Blanche, donc, au Saguenay. Écoute, ça va être notre mot de la fin, déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Ça passe extrêmement vite. Et moi, je vous redonne rendez-vous le mois prochain pour un autre balado Sommet et Collet. Salut, Top Rando. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec.
Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.